Bonjour et bienvenue dans ce webinaire. Nous allons parler aujourd'hui de la théorie à la pratique concernant Biody Manager et les différents indicateurs. Donc, je me présente, Cédric Drey, j'animerai ce webinaire. J'ai à mes côtés Alain Le Tourneur, donc, qui est cofondateur de Aminogramme et créateur du Biody Expert ainsi que du Biody Coach et spécialiste expert en bioimpédance-métrie. Donc, nous allons commencer. Je laisse la parole à Alain. Oui, on va commencer alors pour mémoire, de revenir un instant sur le logiciel Windows que vous utilisiez avant. Voilà, donc nous avons l'ancien tableau de bord. Donc, sur l'ancien tableau de bord, vous aviez 6 pavés d'informations, qu'on appelle nous aussi des tuiles. Donc, dans mon discours, des fois, je vais les appeler pavés, des fois, je vais les appeler des tuiles, sur lequel il y avait l'IMC, il y avait le métabolisme de base, la dépense énergétique, très bien, là. La masse grasse à hydratation constante. Il y avait la masse sèche hors graisse. Il y avait le contenu minéral osseux. Et puis, il y avait au niveau de l'eau totale, qui comprenait l'eau totale, mais aussi l'eau. L'équilibre hydrique. Oui, après, c'était l'équilibre hydrique et l'hydratation hors graisse. Donc, ces différents pavés ou tuiles, vous allez les retrouver dans le nouveau logiciel, à part la tuile BMI, qui n'y est plus, mais vous allez retrouver le BMI affiché d'une manière différente. Les autres indicateurs qui sont l'écart théorique, les indices comparatifs et la tuile sont identiques sur la nouvelle version. Vous aviez aussi la possibilité d'aller dans un onglet, qui était l'onglet Données, qui vous donnait un certain nombre d'informations complémentaires. Il fallait aller sur l'onglet et vous n'aviez pas de... Voilà, c'était moins ludique que ce que vous allez trouver maintenant. Donc, toutes ces informations que vous voyez là, vous allez les retrouver sur le board de Biody Manager qui, lui, ne nécessite pas d'aller dans un onglet pour trouver ces données-là. Donc, je vous propose maintenant d'ouvrir Biody Manager afin de pouvoir le voir directement. Voilà. Alors, vous voyez, on va commencer par le bandeau du haut. Donc, sur le bandeau du haut, vous avez un certain nombre d'indications, dont l'âge, la taille, le poids de la personne. En dessous, vous avez un petit carré en face duquel il y a marqué anonymisé. C'est très pratique parce que si vous voulez exporter vers un confrère ou vers qui que ce soit la fiche du patient, vous pouvez le faire de façon anonymisée. Donc, si je coche anonymisé, automatiquement, quand je vais vouloir éditer le PDF, il n'y aura plus le nom de la personne, il n'y aura plus les indications au niveau de la personne. Le BMI dont je parlais tout à l'heure, vous voyez, il est affiché ici. Ça ne nécessitait pas une grande tuile. Donc, on vous a donné
la valeur basse, la valeur haute et la valeur de la personne qui est au centre. Donc ça, peut-être pas descendre en dessous. BMI 24,90, il est conseillé de ne pas monter au-dessus. Et cette personne-là a un IMC ou BMI de 36, donc on voit qu'on a une personne qui a un IMC extrêmement élevé. Ici, vous avez les impédances qui sont affichées, les 5 impédances. Et dessous, vous avez l'IR. Gérard Gontier en a parlé la dernière fois. C'est une nouvelle donnée qui est expérimentée. Il y a quelques publications dessus, mais peu. Et il est extrêmement probable que cet indicateur de l'IR nous montre un état inflammatoire de la personne. Les valeurs de référence aujourd'hui, dans les estimations qu'on a pu faire au travers d'énormément de mesures quand même qui ont été prises, c'est 0,70 à 0,78 correspond à une valeur correcte, normale. Plus on descend bas, plus on descend vers le bas, c'est-à-dire à 0,70, c'est rare. 0,70, c'est rare d'en trouver. On trouve ça plutôt sur des sportifs de haut niveau. Et jusqu'à 0,78, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Passer la barre de 0,80, il peut y avoir un petit risque inflammatoire. Et si on atteint des seuils à 0,83, 0,84, 0,85, vous aurez un exemple tout à l'heure, je crois, de quelqu'un qui est à 0,84, 0,85, 0,85. Pour les femmes, les valeurs que je viens de donner, en général, sont un tout petit peu plus élevées que les hommes, de 0,1 point. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai donné un seuil à 0,78 qui reste dans une normalité, chez une femme, ça sera, on pourra monter jusqu'à 0,79. Ensuite, vous avez l'angle de phase. L'angle de phase, je ne vais pas revenir sur l'angle de phase, puisque on est là pour parler du nouveau board et que vous avez déjà utilisé ces valeurs d'angle de phase. Ce qui est intéressant, c'est de corréler, de regarder en fait ces deux indicateurs, IR et angle de phase. Plus l'angle de phase descend, moins la cellule est fonctionnelle. Et au niveau de l'IR, c'est l'inverse. Plus l'IR monte, plus on est sur un risque inflammatoire. Au niveau de ce bandeau, vous avez une nouvelle donnée aussi qui est importante, qui est le niveau d'activité. Sur l'ancien logiciel, on donnait le niveau d'activité au début et c'était un peu plus compliqué pour le changer. Et quand on changeait le niveau d'activité, ça changeait un petit peu au niveau, ça rentrait un peu dans la formule qui était la formule de la masse en graisse et ça changeait un petit peu des fois, mais ça changeait en fonction du niveau d'activité un petit peu la quantité de masse en graisse. On a revu cette formule de la masse en graisse au travers de très nombreuses mesures versus DEXA. Et on a fait une nouvelle formule qui nous a permis de nous passer de cet indicateur qui est le niveau d'activité. Donc, le niveau d'activité aujourd'hui, il ne présente d'intérêt que pour mesurer la dépense énergétique. Il n'intervient dans aucune autre formule, ce qui vous permet à tout moment de changer ce niveau d'activité sans avoir aucune modification au niveau des autres paramètres. Par exemple, je vais cliquer dessus. On a faible ici. Je peux le changer. En moyen, on va mettre moyen, fort. On va mettre moyen. Vous voyez que quand j'ai fait moyen, la dépense énergétique a bougé, mais la masse grasse ici, 32,90%, n'a pas bougé et aucun autre indicateur ne bougera. C'est intéressant parce que au niveau de la dépense énergétique, en face de la dépense énergétique, on va conseiller un certain nombre d'apports caloriques.
Et la personne que vous avez en soins, elle a pu reprendre une activité physique alors qu'elle n'en avait pas. Elle pouvait avoir une activité faible et passer une activité moyenne, comme on vient de le voir là. Et automatiquement, si vous mettez moyen, ben, ça va vous permettre d'ajuster ici la dépense énergétique. Ensuite, vous avez un bandeau ici avec autres indicateurs, historiques, mesures, rendez-vous, commentaires, diététique, suivi à domicile. Ça, c'est quelque chose qu'on verra à la fin de l'exposé. Mais vous avez accès directement à un certain nombre de données qui sont là. Ici dessous, je vous ai construit un board avec les 18 pavés d'indications que contient maintenant le logiciel. Donc, vous n'en avez plus 6, mais vous en avez beaucoup plus puisqu'il y en a 18. Je ne vais pas revenir sur le métabolisme de base, c'est la même chose que ce que vous aviez avant. La différence, il y en a une, c'est que vous avez un affichage qui est différent et que vous avez ici une petite historique qui vous montre l'évolution. Vous avez aussi ici un historique plus complet et ici vous avez un petit i qui va vous permettre d'avoir une petite vidéo explicative de la tuile. Dépenses énergétiques, même chose, c'est ce que vous aviez. Masse grasse à hydratation constante, c'est également la tuile que vous aviez avant. On a changé, on a rajouté l'index FMI, c'est-à-dire le rapport de l'impédance par rapport à la taille au carré. Donc on voit que cette personne-là a une surface corporelle de 11,91 kg au mètre carré. Le petit, si on veut en savoir plus sur la tuile, si on ne se rappelle plus comment elle fonctionne, je te laisse faire. Masse grasse à hydratation constante. Pour bien comprendre l'indicateur masse grasse à hydratation constante, il faut savoir que le pourcentage de masse. Voilà, donc ça, vous avez cet indicateur-là sur chacune des tuiles qui est expliqué. Après, vous avez l'historique ici. Donc, je ramène sur cette mesure. On a un curseur ici qui nous permet d'aller chercher les mesures qui nous intéressent. Et on a un historique. Et vous avez ce type d'historique sur chacun des pavés, sur chacune des tuiles. Pour la masse grasse, on a mis le poids et la masse grasse. C'est intéressant de voir l'évolution de la masse grasse par rapport au poids. Ici, vous avez une autre tuile que vous n'aviez pas, qui est la masse en graisse. Pourquoi est-ce que je l'ai mis là à côté de la masse grasse? C'est qu'en bioimpédancemétrie, on parle souvent de compartiments. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de voir ce poids, de quoi il est composé. En fait, le poids, il est composé de masse grasse et de masse en graisse. Pour la masse grasse, je tiens à préciser que ce qu'on entend en bioimpédancemétrie par masse grasse, c'est la masse lipidique, ce sont les lipides. Et à ne pas confondre avec le tissu gras, parce que le tissu gras a d'autres propriétés. Il y a de l'eau dans le tissu gras, il y a aussi quelques matières protéiques, il y a une circulation sanguine, lymphatique qui passe par le tissu gras. Ce qu'on appelle la masse grasse en bioimpédancemétrie, ce sont les lipides. La masse en graisse. La masse en graisse, c'est tout ce qui n'est pas des lipides. Et dans le corps, les grandes matières, ce sont les lipides, les protéines, les minéraux, j'en ai oublié, et l'eau. Donc, dans la masse en graisse, vous allez retrouver tout ça. Des protéines, des minéraux, de l'eau. Si j'additionne la masse en graisse et la masse grasse, j'obtiens quoi? J'obtiens
le poids de la personne. Pour évaluer si cette masse en graisse est de bon niveau ou est trop faible, vous avez un index qui est dessous, qui est l'index FFMI, pareil, qui utilise la taille au carré. Et c'est une référence qui est donnée par l'HAS au niveau de la limite inférieure pour les personnes de moins de 70 ans. Donc, on voit que cette personne-là, elle est à 24,09. Donc, elle a une masse en graisse très importante. Dessous, la masse en graisse, elle est composée principalement de ce qu'on appelle la masse maigre, c'est-à-dire la masse en graisse, moins le contenu minéral osseux. Pareil, ne pas confondre masse en graisse et masse maigre. Certains fabricants appellent parfois la masse en graisse masse maigre. Ne faites pas la confusion. La masse maigre, c'est ce qu'on trouve dans les analyses DEXA, puisque le DEXA va nous donner d'un côté la masse maigre, de l'autre côté le contenu minéral osseux, et l'addition des deux va nous faire la masse en graisse. À côté, je vous ai mis un pavé qui est le pavé au total, que vous aviez déjà, sauf que vous n'aviez pas deux indicateurs qui sont ici, l'hydratation de la masse en graisse et le taux d'hydratation. Alors, je vais commencer par le taux d'hydratation. C'est ce qui était utilisé jadis. Aujourd'hui, c'est très peu utilisé. C'est le rapport de la masse grasse sur le poids. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais si la personne est bien ou mal hydratée. Un homme, on le donne aux alentours des 60% d'hydratation dans ce type de rapport. Vous voyez que cette personne est à 49,16%. Donc, elle apparaît comme très sous-hydratée. Mais en fait, la raison, c'est que dans le tissu gras, il n'y a que très peu d'eau, 13 à 14% d'eau. Et dans les autres matières, il y a beaucoup d'eau, aux alentours de 73%. Cette personne, comme elle a beaucoup de gras, on voit qu'elle a un taux d'hydratation qui est très bas. Donc, on ne peut pas se fier sur ce taux d'hydratation pour dire que la personne est bien ou mal hydratée. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si cette masse en graisse, elle est bien hydratée. L'hydratation idéale de la masse en graisse, c'est 73,3%. Et on estime une tolérance qui est entre 69% et 76%. Et bon, à 76%, on est quand même surhydraté, et à 69%, on est quand même sous-hydraté. Mais on reste dans une plage plus ou moins acceptable. Et 73,3, ou si on s'approche de 73,3, c'est parfait. Là, on est à 73,47. Donc, c'est absolument parfait le niveau d'hydratation de cette personne. Donc, vous avez pu voir une des composantes de cette masse en graisse, et on voit que cette composante, elle est parfaite. Maintenant, il nous reste à voir la deuxième composante de la masse en graisse, qui est la masse sèche en graisse. On voit que cette personne a 2,11 kg de masse en graisse en plus, donc c'est une très belle constitution. On aurait très bien pu avoir une masse en graisse très élevée, trop d'eau et peu de masse en graisse. Là, on voit exactement comment est composée cette personne. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup trop de gras, c'est clair, on l'a dit tout à l'heure, mais en parallèle de ça, c'est quelqu'un qui a une masse, on va voir pour la masse musculaire après derrière, mais une masse en graisse qui est très importante, un très bon niveau d'eau pour cette masse en graisse et un très bon niveau de masse sèche en graisse pour cet individu. Au niveau de la masse sèche en graisse, dans le même pavé, on vous a indiqué les protéines totales et les minéraux totaux. Alors, les minéraux totaux, ce n'est pas le contenu minéral osseux, hein, c'est l'ensemble des minéraux qui, en additionnant les deux, nous donnent la masse sèche en graisse. Maintenant, on va rentrer dans du détail. Là, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir une représentation avec
les composantes principales du poids. Maintenant, on va aller regarder des éléments qui peuvent nous intéresser, qui sont, par exemple, la masse cellulaire active. Alors, c'est quoi la masse cellulaire active? Ce sont toutes les cellules qui sont dans le corps. Et ces cellules, qu'est-ce qu'elles contiennent? Elles contiennent de l'eau, qui est ce qu'on appelle l'eau intracellulaire. Et toute l'eau intracellulaire se trouve dans la masse cellulaire active. Qu'est-ce qu'elle contient aussi? Elle contient des protéines, quelques minéraux, très peu, comme par exemple du potassium. Et elle contient aussi quelque chose qu'on ne peut pas mesurer, qui sont la partie glucidique et qu'on assimile au niveau des protéines parce qu'on ne peut pas le dissocier au niveau du appellance métrique. Mais c'est de l'ordre de 300 grammes à peu près. Donc, regardons, et c'est relativement constant au niveau des individus, un petit peu plus chez les sportifs, un petit peu moins chez les personnes âgées. Donc, on va dire que ça va osciller entre 200 et 400 grammes. Qu'est-ce que va m'apporter cette indication avec la tuile qui est à côté? Alors déjà, si je regarde la masse cellulaire active, qu'est-ce que je constate? On constate qu'on a une très bonne masse cellulaire active. Et au niveau qu'on trouve ici, BCM, avec ce indicateur qui est avancé dans le vert, on trouve qu'au niveau de l'eau intracellulaire, donc on est dans le vert, c'est bien, mais on est dans le bas de la fourchette verte. C'est bien, mais peut-être qu'on pourrait avoir un petit peu plus d'eau dans cette masse cellulaire active. Donc là, on va réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour apporter un peu plus d'eau sur la masse cellulaire active. Peut-être jouer sur la balance sodium-potassium, etc. Moi, je ne suis pas médecin, donc ça, je renvoie vers les médecins pour faire le bon choix dans ces cas-là. Mais cette personne-là est bien équilibrée. À côté de ça, on vous donne l'indication au niveau des protéines. Donc, les deux matières principales dans la masse cellulaire active, c'est l'eau. On a vu qu'elle est bien équilibrée, mais qu'il en manque un. Enfin, il n'en manque pas, mais on est sur la fourchette basse. Et les protéines, ben, on voit quelqu'un qui a des protéines métaboliques qui sont très importantes, puisqu'il a 2 kg de protéines métaboliques en plus. Quelle est la différence entre les protéines métaboliques et ce qu'on a vu tout à l'heure, qui étaient les protéines totales? C'est que dans les protéines, il y a les protéines métaboliques qui sont dans la cellule et on a les protéines de soutien qu'on va retrouver de type, par exemple, collagène, qu'on va trouver dans le tissu osseux et dans différentes parties du corps. Donc là, on est uniquement sur les protéines métaboliques. Et je vous ai mis à côté de la tuile l'équilibre hydrique ECV ICV, qui nous permet de contrôler et de voir que effectivement cette personne-là a plus d'eau extracellulaire que d'eau intracellulaire. Sinon, si c'était parfait, le curseur serait au milieu. Et si le curseur était ici, ça montrerait qu'on manque d'eau extracellulaire. Donc, c'est bien un déséquilibre entre l'extracellulaire et l'intracellulaire qu'on a retrouvé dans la masse cellulaire active. Il manque un peu d'eau intracellulaire. Passons au pavé suivant. Le pavé suivant, puisqu'on a vu la masse cellulaire active, intéressons-nous aussi à la masse musculaire. Alors, vous avez deux pavés. Vous avez un pavé qui est la masse musculaire squelettique, ce sont tous les muscles attachés au squelette, et un pavé où il y a la masse musculaire squelettique des membres. Pourquoi s'intéresser à deux pavés? En général, la masse musculaire squelettique suit la masse musculaire squelettique des membres. Par contre, au niveau des publications, on trouve des publications qui sont sur la masse musculaire squelettique. On trouve des publications qui sont sur la masse musculaire squelettique des membres.
Et vous voyez dessous, il y a des index. Et ces index, ils sont différents parce qu'ils ont été réalisés par des auteurs différents. Donc, les deux données sont intéressantes. Si vous avez affaire à des gens qui sont au stade d'obésité, je pense que la masse musculaire squelettique est plus intéressante que la masse musculaire squelettique des membres. Si vous avez des gens qui sont à risque de sarcopénie, qui sont dénutris, c'est plus intéressant de s'intéresser à la masse musculaire squelettique des membres. Donc, regardons le contenu de ces deux tuiles. Donc, la première, on voit qu'on a une personne qui a 10 kg de masse musculaire squelettique en plus. Donc, il avait, je ne sais plus, 13 kg de masse grasse en trop, mais il a en parallèle 10 kg de masse musculaire en plus. Ça montre que c'est un sacré gaillard. D'ailleurs, sur des piliers de rugby, on trouve souvent enfin, moins maintenant, mais autrefois, des piliers qui avaient des masses grasses très importantes avec des masses musculaires très importantes. Donc, on voit quelqu'un qui est très bien constitué. Il a trop de masse grasse, oui, mais il a une masse musculaire très importante. Vous avez un index, comme on l'a vu tout à l'heure, pour donc la surface au carré. Et surtout, vous avez dessous le rapport entre sa masse hors graisse et sa masse musculaire. Alors pourquoi ça c'est intéressant? Et retenez bien la fourchette que je vais vous donner. Pour les femmes, on considère que une femme a une masse musculaire squelettique correcte à 49-50%. Et pour un homme, la fourchette, c'est 51 à 52%. Si on est au-dessus, on a beaucoup de masse musculaire. Si on est en dessous, eh ben, on n'en a pas assez. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment on donne une valeur de référence? Vous voyez, la valeur de référence ici, on donne une valeur de référence sur cette masse musculaire. Comment on donne la valeur de référence au niveau de la masse musculaire? On prend l'individu, on le ramène par rapport à sa taille, à son BMI, à une masse grasse idéale, et à partir de ces données-là, on va calculer le même individu, mais avec une masse musculaire tout à fait normale. Donc, forcément, quand on a des individus comme celui-là, ou quand on est sur des obèses, les ramener à la même taille, avec une configuration idéale en masse grasse, en masse musculaire, etc., ça crée des écarts qui sont très importants. Alors ça, cette différence importante, ça plaît beaucoup et c'est intéressant pour des gens qui sont des sportifs de haut niveau, mais ce n'est pas toujours adapté pour des gens qui sont obèses. Donc, tout à l'heure, dans un des exemples, on vous montrera l'exemple d'une personne qui est obèse et qui a un rapport sur la masse hors graisse ici, qui est juste un rapport normal. Mais on peut aussi avoir des obèses qui vont avoir, ça c'est un homme, hein, qui peuvent être à 48 ou à 49%. Donc on va pouvoir identifier que ces personnes-là ont une masse musculaire squelettique très importante par rapport à eux-mêmes si on les reprend à la même taille et qu'on les configure comme un individu normaux, mais qu'en même temps, par rapport à ce qu'ils sont aujourd'hui, et ce rapport entre la masse en graisse et leur masse musculaire, eh bien, ils sont en fait déficitaires. Donc, cet indicateur-là est un indicateur très important. 54-39, c'est une masse importante. Masse musculaire squelettique des membres, c'est surtout intéressant pour la dénutrition et c'est surtout intéressant pour détecter des risques de sarcopénie. Donc, vous voyez la limite inférieure qui est indiquée ici. Donc là, on est toujours à SMI, on est toujours sur
le rapport à la taille au carré, et donc la surface corporelle. Vous avez une limite inférieure ici qui est de 7,26. Pour les femmes, c'est 5,45. Mais ça s'affiche hein, pour les femmes. Et donc là, c'est en dessous, on est sur un risque de sarcopénie. Donc ça, c'est un des travaux qui ont été faits par Baum et Gartner. Il y a plusieurs publications qui ont été reprises par le CHU de Genève avec Kyle. Donc c'est une référence reconnue sur un plan international. Contenu minéral osseux, je l'ai mis à côté. Pourquoi? Parce que bien souvent, si on a une masse musculaire squelettique des membres qui est faible et qui laisse présager une sarcopénie, ben, très fréquemment, on a un contenu minéral osseux aussi qui est bas et qui laisse présager une ostéopénie. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est bien de les avoir en parallèle tous les deux. Maintenant, on passe à l'hydratation en graisse. L'hydratation en graisse, vous l'aviez déjà, vous connaissiez déjà cette information. Dessous, on a remarqué en litres à quoi ça correspond au niveau de l'eau hors graisse et de l'eau totale. La différence entre l'eau hors graisse et l'eau totale, ben, c'est l'estimation, parce que ce n'est pas mesuré, c'est l'estimation de l'eau du tissu gras. Sachant que la base est aux alentours de 14%, suivant des publications. Donc, on ne le mesure pas, on prend le résultat de ces publications et on applique ce coefficient-là pour trouver l'eau qui est dans le tissu gras. Ces mêmes publications démontrent que l'eau du tissu gras est constante, mais il y a de nouvelles publications qui sortent et que je pense être tout à fait justifiées, qui démontrent que, en fait, les personnes qui ont trop de tissu gras, et particulièrement les obèses, ont un tissu gras qui est beaucoup plus bas que ces 13%, qui est bien en dessous. Maintenant, on a juste à côté l'équilibre hydrique hors graisse. Alors, l'équilibre hydrique hors graisse, ben, c'est l'équilibre hydrique qu'on avait vu tout à l'heure, qui est l'eau intra-extracellulaire, dont on est en train d'évaluer cette eau intra-extracellulaire. Mais au lieu de prendre l'eau globale, on va prendre uniquement l'eau du tissu non gras. Quel est l'intérêt de cette démarche? L'intérêt de cette démarche, c'est que dans ce tissu gras, l'eau, on dit à peu près 15% d'eau, cette eau, elle est composée de 80% d'eau extracellulaire et de seulement 20% d'eau intracellulaire. Alors que dans les autres tissus, c'est le contraire. On a 40% environ d'eau extracellulaire et 60% d'eau intracellulaire. Donc, quelque part, quand on a des gens qui ont beaucoup de masse grasse, ça fausse le résultat de l'équilibre entre l'eau intra et extracellulaire. Voilà la raison pour laquelle nous avons fait cette nouvelle tuile. Après, imaginons que j'ai une personne, vous voyez celle-ci, cette personne-là, la petite barre nous montre l'équilibre. Elle a un équilibre absolument parfait. Les petits points au milieu, c'est l'endroit où on est sur la perfection absolue et on retrouve les valeurs ici en valeur de référence. Pourquoi il y a des petites flèches ici? Les petites flèches, elles sont intéressantes parce que si, par exemple, imaginons que cette personne-là, on voit l'équilibre entre les deux, c'est bien équilibré, mais admettons qu'il lui manque de l'eau. On regarde s'il lui manque de l'eau ici. Oui, il lui en manque un petit peu, pas grand-chose, 1 millilitre. Sauf que ce demi-litre, puisque c'est de l'eau globale, il est composé d'eau intra-extracellulaire. Donc ici, dans cet équilibre hydrique, on tient compte avec la petite flèche de la quantité d'eau globale qu'il y a. Donc je peux avoir quelqu'un, par exemple, qui a très peu d'eau ici. Si j'avais très peu d'eau, mais un bon équilibre eau intra-extra, ma flèche viendrait se déplacer par là.
qui fait qu'en fait, je verrai que même si l'équilibre est bon, il manque quand même d'eau extracellulaire, ou pas. Dernière tuile, on vous a mis la masse grasse brute. C'est pour que les gens ne soient pas perdus entre la masse grasse brute et la masse grasse à hydratation constante. Moi, je vous conseille de rester sur la masse grasse à hydratation constante qui est plus intéressante. Parce que si vous utilisez la masse grasse brute, eh bien, vous buvez 1 litre d'eau, votre poids augmente. Et même si votre masse grasse n'a pas bougé, vous allez vous retrouver avec un pourcentage de masse grasse qui va être plus faible. Donc, l'autre indicateur de masse grasse à hydratation constante est plus intéressante, raison pour laquelle j'ai mis cette tuile dans les derniers tuiles. Je vais laisser maintenant Hélène vous présenter les 3 tuiles suivantes. Alors, ces 3 tuiles, certains fabricants de bioimpédancemétrie proposent de nous donner un résultat concernant les graisses viscérales. Et il faut savoir qu'en bioimpédancemétrie, les lipides ne sont pas mesurables, c'est un isolant. Or, on utilise des courants électriques en bioimpédancemétrie. Donc, on ne peut pas mesurer la masse grasse. La masse grasse, on la déduit. Quand on a la masse en graisse, comme je vous ai montré tout à l'heure, le poids moins la masse en graisse égale la masse grasse, en kilos. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Donc, on ne mesure pas la masse grasse. Alors, comment peut-on, à partir d'une donnée bioimpédancemétrie, dire il y a tant de graisse viscérale, alors que la graisse par elle-même, on la déduit. Voilà. Donc, nous, ça, on ne veut pas le donner comme ça. Par contre, il y a un certain nombre de publications qui sont sur les risques métaboliques, qui sont un indicateur de risque, parce que je parle toujours de risque, qui sont un indicateur de risque de graisse viscérale. Et particulièrement aujourd'hui, la meilleure référence semblerait être le rapport au niveau centimétrique, au niveau du tour de taille. Voilà, je laisse la parole à Hélène, raison pour laquelle vous avez ces indicateurs-là qui ne sont pas sur les graisses viscérales, mais une autre approche pour voir les conséquences de la masse grasse sur la personne. Merci Alain pour ces explications. Donc, nous ne devons pas oublier que ces webinaires ont pour vocation l'échange et les questions. Donc, plus tard, si vous avez quelques questions à poser à Alain, il fera un plaisir de vous y répondre. Donc, comme l'a dit Alain, les 3 dernières tuiles seront présentées par Hélène Rossin, la responsable qualité, qui va nous expliquer le contenu. Donc, bonjour. Alors moi, je m'occupe effectivement de tout ce qui est système qualité, donc dossier technique et dossier d'évaluation clinique, et je fais pas mal de recherches bibliographiques. Donc, au niveau de ce qu'on peut tirer de la composition corporelle en bioimpédancemétrie, finalement, les publications sont pas très nombreuses, surtout en fait en France. Il y a beaucoup de publications qui sont faites aux États-Unis, mais avec des populations, on va dire, plus caucasiennes, il n'y en a pas tant que ça. Et donc, les 3 tuiles, la risque métabolique, enfin, on va parler des 2 d'abord, risque métabolique et suivi des risques et risques cardiovasculaires, sont des valeurs qui sont issues d'une publication que vous pouvez afficher en tapant sur le petit point d'interrogation. Et donc, elle va s'afficher, je pense, voilà. Et donc, c'est une étude qui a été faite en Suisse, donc avec une population caucasienne et puis quelques populations différentes, mais qui est bien représentative. Et donc, l'idée de cette étude, elle était donc versus DEXA de déterminer des paramètres pouvant être utilisés en pratique clinique facilement pour déterminer les risques de complications métaboliques et cardiovasculaires. Donc, en utilisant des ratios, masse grasse sur masse maigre, ensuite les autres ratios, vas-y, remets
logiciel. Voilà. Donc, il y a différents ratios avec différents cut-offs selon les risques métaboliques ou cardiovasculaires. Donc, métabolique, tout ce qui est cholestérol, triglycérides, etc. Donc, ça, vous, en tant que médecin, vous savez de quoi il s'agit. Et les risques cardiovasculaires, l'hypertension, l'artériosclérose, etc. Donc, au niveau des valeurs, donc on a des valeurs classiques, c'est-à-dire que c'est le maigre sur hauteur et carré. Alors, le maigre, c'est la masse sur graisse, mais sans le contenu minéral osseux. Donc, c'est la masse maigre souple, on va dire. Ensuite, vous avez le ratio gras sur hauteur et carré, qui est en fait le FMI. Et ensuite, quelque chose qui est moins utilisé, qui est le gras sur le maigre. Et donc, les cut-offs qui sont tirés de cette étude sont légèrement différents pour le risque métabolique et le risque cardiovasculaire. Mais donc, ils font référence à cette étude. Moi, ce que je peux vous suggérer, c'est de la lire pour voir l'intérêt que ça peut représenter pour vous et pour le type de patient que vous suivez. Dans cette étude, en fait, ils ont mesuré toutes les personnes sur DEXA. Ils ont fait des analyses de sang, ils ont établi toutes les analyses biologiques pour déterminer si les personnes avaient déjà des risques, enfin, avaient déjà des pathologies métaboliques ou cardiovasculaires. Ils n'étaient pas tous dans ce cas-là. Il y en avait qui n'avaient pas déjà de maladies avérées. Et par des techniques statistiques sérieuses pour la sensibilité et la spécificité, comme les courbes ROC, ils ont déterminé des cut-offs que vous pouvez utiliser. Après, c'est à relativiser selon… là, les personnes qu'ils ont évaluées, elles avaient plus de 50 ans. Donc, forcément, il peut y avoir des personnes mesurées sur lesquelles vous allez voir un risque, mais ce n'est pas forcément… vraiment avéré. Voilà. Et ensuite, la dernière tuile, c'est le suivi des risques patients. Là, c'est assez classique, c'est les tours de taille, taille hanche et taille hauteur. Celui qui est le plus plébiscité aujourd'hui, c'est le tour de taille, plus que le taille hanche. Il y a beaucoup de publications qui le soulignent. Et là, pareil, vous avez un petit point d'interrogation pour les références de la publication. Donc là, c'est tiré c'est les valeurs de l'OMS, en fait. Merci Hélène pour ces explications et ces précisions. Donc, on va passer à la partie pratique maintenant avec 2 études de cas qui vont vous être présentées par Salomé Cohen, diététicienne et formatrice. Juste avant de lui passer la main, je voulais vous rappeler donc, le bouton assistance sur le côté qui peut être très intéressant car lorsque vous appuyez, vous pouvez retrouver des tutoriels sur l'usage et même l'usage avancé de votre logiciel. Par exemple, comment créer un tableau de bord, comment exporter des données, etc. Donc, n'hésitez pas de temps en temps à aller pour voir si quelque chose peut vous intéresser. Et pour revenir donc au tableau de bord, quelque chose de très important, Alain là avait constitué son tableau de bord, mais vous pouvez aussi créer le vôtre. Donc, je vous rappelle juste comment le créer. Il vous suffit d'aller sur personnaliser. Et là, vous allez pouvoir éliminer ou déplacer les tuiles à votre guise. Et les tuiles qui sont éliminées seront après dans autre indicateur et vous pourrez à tout moment les réintégrer sur votre tableau de bord. Donc, tout ceci est expliqué via tutoriel à l'intérieur du bouton assistance. Voilà. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Salomé pour la présentation des 2 cas pratiques. Bonjour à tous. Donc, nous allons voir 2 études de cas. Donc, la première étude de cas, donc, ce sera une patiente en obésité. Donc, pour situer rapidement le cas clinique, donc c'est une patiente de 39 ans, donc qui pèse 113 kg.
pour 1,79 m, donc c'est une patiente qui est assez active dans la vie quotidienne, une activité professionnelle assez active, des déplacements quotidiens, et cette dame effectue 1 heure de marche une fois par semaine. Donc en ce qui concerne sa synthèse, donc on va passer rapidement dessus. Donc au niveau de la cible, on observe quand même plusieurs déséquilibres, surtout au niveau de la masse grasse, de l'hydratation en graisse et bien sûr donc de l'IMC. Au niveau des écarts théoriques, donc on observe un excès de masse grasse assez important, presque plus 22 kg de plus de masse grasse par rapport à la référence, par rapport à un individu standard. Au niveau de la masse musculaire, on observe une très bonne masse musculaire, plus de 9 kg de masse musculaire en plus. Donc ça, on verra après que chez les personnes en obésité, c'est souvent le cas. Elles ont souvent une très bonne masse musculaire. Et le volume hydrique ici qui est très faible, on observe moins 5 litres d'eau. Mais comme a dit tout à l'heure Monsieur le Tourneur, il ne faut pas regarder l'hydratation en graisse chez les personnes en obésité. Donc, l'hydratation est un petit peu sous-estimée avec cet indicateur. Au niveau des indices, l'indice de masse grasse est très important, donc de par l'excès de masse grasse très important. La masse musculaire et la masse osseuse, donc ils sont assez bons. Donc généralement, lorsque la masse musculaire se développe, la masse osseuse le fait en parallèle. C'est ça qui explique que la charge en muscle est assez bien équilibrée. Donc charge en muscle, pour rappel, donc c'est la masse musculaire sur la masse osseuse. Donc là, on est proche de 1, donc c'est parfait. Et la charge totale, donc qui est légèrement un petit peu élevée, puisque la masse grasse est très importante chez cette personne. Donc l'IMC, donc on va passer rapidement. L'IMC, donc chez cette personne, il est de 35,49, donc ça traduit une obésité sévère de type 2. En ce qui concerne la dépense énergétique, donc elle est estimée ici à 2913 calories. Les apports conseillés inférieurs, et donc pour rappel, on vous propose, on conseille à la personne de réduire ce qu'elle apporte de moins 5 à moins 20% par rapport à la valeur calculée initiale, afin de pouvoir créer un petit déficit calorique et de pouvoir engendrer une perte de poids par la suite. En ce qui concerne la masse grasse à hydratation constante, donc ici, ce sera l'indicateur qui sera le plus pertinent. Je ne conseille pas forcément d'utiliser la masse grasse brute, puisque comme l'a dit tout à l'heure Monsieur le Tourneur, lorsqu'il y a des déshydratations assez importantes, le pourcentage de masse grasse peut être surestimé par rapport à la réalité. Donc là, cet indicateur reflète réellement le pourcentage de masse grasse de la personne. Donc, il reste quand même très important, 41%, c'est un pourcentage qui est assez considérable. La masse grasse se situe, le curseur se situe dans la zone rouge, avec un écart théorique de plus de 20 kg par rapport à la référence. Donc, la masse grasse ici représente 49 kg, ce qui est assez considérable chez cette personne. Les références estimées, elles sont calculées ici par rapport à un individu standard, donc à peu près un individu qui a de même âge, de même taille, une activité physique assez identique. Voilà, donc on voit que cette dame est largement supérieure à la référence. Donc, ce n'est pas forcément très pertinent ici de comparer la masse grasse de la personne à une référence, donc à un individu standard. Ce qui sera bien de faire, c'est de suivre son évolution grâce aux historiques au cours de la prise en charge. Alors, en ce qui concerne la masse musculaire squelettique, tout à l'heure, je vous ai dit qu'elle était très souvent élevée chez les personnes en surpoids et en obésité. Donc, c'est normal, le poids est assez important, donc il faut quand même une bonne masse musculaire. Donc, la masse musculaire va se développer en parallèle de l'excès de masse grasse. Donc, ici, on observe un écart théorique de plus de 9 kg, une valeur plus de 9 kg en plus par rapport à la référence. Donc, comme tout à l'heure l'a dit Alain, on a deux façons d'évaluer la masse musculaire chez un patient. Soit nous comparons la valeur calculée à la référence et nous regardons la valeur de l'écart théorique. Donc ça, c'est bien plutôt chez les personnes qui ont un poids assez bien équilibré, puisque c'est assez parlant, assez significatif. Ici, on compare une personne obèse avec une personne standard, un individu qui a un BMI environ de 22. Ce n'est pas forcément très pertinent, puisqu'on ne compare pas les mêmes personnes. Donc, ce qui serait bien de faire, c'est de regarder le rapport sur la masse hors graisse. Vous voyez, on a vu qu'il y avait un excès de plus 9 kg. Donc, on s'attendrait à un rapport sur la masse hors graisse assez important. Or, ici, il est de 51%. Donc, vous voyez, malgré l'excès de
la bonne masse musculaire de la personne. Si on compare sa masse musculaire par rapport à la masse en graisse, la masse musculaire reste pile au niveau de la limite, qui est de 49% pour les femmes. Donc, son rapport sur la masse en graisse, c'est légèrement au-dessus ici. Si on regarde la masse sèche en graisse, sans surprise, elle est une bonne constitution ici. La masse sèche en graisse est supérieure à la référence, donc presque plus de 2 kg en plus de protéines et de minéraux par rapport à la référence. Donc là, c'est expliqué par le fait que cette patiente a une très, très bonne masse musculaire. Le contenu minéral osseux, lui aussi, est très bien développé. Donc, sans surprise également, puisque la masse musculaire l'est aussi. Donc, comme je vous ai dit, la masse musculaire le contenu minéral osseux va se développer en parallèle de la masse musculaire. Donc ici, on voit qu'il y a plus de 700 grammes en plus par rapport à la référence. Donc, c'est parfait au niveau de l'ossature et de la masse musculaire de cette personne. La masse cellulaire active, on voit qu'elle est légèrement déficitaire, qu'il y a un écart théorique de presque 2 kg en moins par rapport à la référence. Mais comme tout à l'heure l'a expliqué Alain, la masse cellulaire active, c'est l'ensemble des cellules du corps. Et les cellules sont composées donc, majoritairement d'eau intracellulaire et de protéines. Donc, pour regarder un petit peu plus précisément de quoi sont composées ces cellules, on va regarder les deux petites jauges. Donc, nous avons la jauge BCM qui, ici, elle va refléter la qualité et la quantité de substrat énergétique, donc majoritairement les protéines contenues dans les cellules. Donc là, on voit que le curseur est dans la zone verte, donc une bonne quantité de substrat ici. Mais par contre, ce qui pose problème, c'est le niveau d'hydratation intracellulaire. On voit que le curseur est dans la zone orange. Donc, c'est ça ici qui pose problème et qui engendre une masse cellulaire active qui est plus faible que la référence. Si on regarde plus précisément la masse protéique métabolique, donc la quantité de protéines contenues dans les cellules, donc là, on voit que, sans surprise, que la masse protéique est très supérieure à la référence, plus de 2 kg en plus. Donc ça, c'est expliqué par la bonne masse musculaire de la personne, la bonne masse sèche en graisse. Donc, ce qui posait problème dans la masse cellulaire active, c'était la quantité d'eau qui était légèrement déficitaire ici. Donc, pour rappel, pour évaluer l'hydratation d'une personne obèse, donc, on a trois moyens avec le BioDixpert pour évaluer l'hydratation des personnes. Soit nous allons regarder le taux d'hydratation, comme tout à l'heure l'a indiqué Alain, donc c'est tout simplement l'eau totale sur le poids. Mais ici, les limites de cet indicateur, c'est que ça va être uniquement représentatif pour des personnes qui sont bien équilibrées au niveau de leur masse grasse. Si on a une masse grasse très développée, le taux d'hydratation sera faible. Et inversement, une personne musclée, nous allons avoir un taux d'hydratation très élevé. Donc, en fonction du profil de la personne, il ne sera pas représentatif ici. L'hydratation de la masse en graisse, c'est le petit indicateur que vous retrouvez sous l'eau totale. Donc ici, c'est un indicateur qui déterminera au mieux l'hydratation des personnes en surpoids. Donc, dès lors que le taux de masse grasse dépasse les 28%, je vous conseille de regarder cet indicateur qui sera le plus représentatif de l'hydratation des personnes en surpoids. Donc, on estime la référence parfaite d'environ 73,3%, bien sûr avec des valeurs physiologiques qui vont toujours de 69 à 76%. Et l'hydratation en graisse, le dernier indicateur ici, donc l'hydratation parfaite, c'est d'environ 72,2% hommes et femmes. Mais ici, ça reste quand même un indicateur qui est intéressant. Les limites de cet indicateur, c'est que pour les personnes en surpoids et en obésité, il ne sera pas représentatif. On aura des déficits hydriques assez importants. Donc, d'où les moins 5 litres que nous avons retrouvés chez cette personne-là. Donc, on va regarder les indicateurs hydriques de plus près. Donc, voilà, si on regarde l'eau totale ici, donc on observe un déficit hydrique de moins 4 litres. Et si on regarde les deux petits indicateurs en dessous, donc l'hydratation de la masse en graisse, on voit qu'on est environ à 66, presque 67%. Bon, cette personne est quand même déshydratée, il y a quand même une déshydratation assez importante, étant donné que les valeurs physiologiques, je vous ai dit qu'elles allaient de 69 à 76%, donc on est bien en dessous. Cette personne manque d'eau, il n'a pas assez d'eau. Le taux d'hydratation, comme je vous ai dit, est vraiment très très bas, 38%, sachant que les valeurs normales vont d'environ 55 à 65%. Donc ici, on ne regardera pas du tout ce taux d'hydratation, il n'est pas du tout représentatif. Si on regarde l'hydratation en graisse, là aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure,
Chez les personnes en surpoids, on va sous-estimer énormément le niveau d'hydratation. Comme l'a expliqué tout à l'heure Alain, hein, on part sur l'hypothèse que le tissu adipeux est hydraté à hauteur de 15%, et donc nous enlevons ces 15% de l'eau totale. Donc, chez les personnes en surpoids, c'est difficile d'évaluer réellement le niveau d'hydratation. Donc, cette hydratation en graisse ne sera pas représentative chez les personnes qui ont un taux de masse grasse très supérieur à 28%. Vous voyez ici, l'hydratation en graisse est d'environ 62%. Et si on regarde l'hydratation de la masse hors graisse, on est quand même aux alentours de 67%. Donc, certes, cette personne est déshydratée, mais moins qu'il en paraît au niveau de l'hydratation hors graisse. Au niveau de l'équilibre hydrique, donc, comme l'a expliqué tout à l'heure Alain, chez les personnes en surpoids et en obésité, nous allons avoir un compartiment extracellulaire qui sera plus important, tout simplement puisque l'eau du gras n'est pas répartie de la même façon que les autres tissus. Elle contient beaucoup plus d'eau extracellulaire que d'eau intracellulaire. Donc, c'est ça qui va expliquer cette petite différence. Donc là, on observe bien un déséquilibre hydrique avec un compartiment extracellulaire qui est plus important que la référence, et le compartiment intracellulaire qui est déficitaire par rapport à la référence également. Deuxième étude de cas, donc nous allons voir rapidement un cas de dénutrition. Donc, pour situer rapidement cette patiente, donc c'est une dame assez âgée, hein, 67 ans, donc qui mesure 1,65 m. Donc, un poids initial de 58 kg, donc le 2 avril 2020, donc l'année dernière, donc avec un IMC de 21, donc état satisfaisant. Un mois après, donc c'est une perte de poids de 4 kg. Donc, il faut savoir que cette patiente a été atteinte du Covid-19. Donc, elle a été dénutrie au cours de son infection. Donc, elle a perdu 4 kg en un mois. Son IMC a diminué, mais il reste toujours dans les normes. Et si on regarde la perte de poids, on observe une perte de poids de 6,9% par rapport à son poids initial en un mois. Donc, ça traduit ici une dénutrition modérée. Si nous regardons rapidement la synthèse avant son infection au Covid-19, donc on a observé un assez bon équilibre au niveau de la cible, on était parfaitement bien équilibré, pas d'excès de masse grasse, une masse musculaire qui était un petit peu déficitaire par rapport à la référence, mais bon, ça restait quand même proche de la norme. Au niveau des indices également, si on regarde la dépense énergétique, bon là, ce sont les besoins énergétiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque les personnes sont atteintes ces personnes qui ont une infection qui vont provoquer une hypercatabolisme, là, les besoins seront augmentés, donc on ne regardera pas forcément la valeur qu'elle calculée ici, il faudra rajouter un facteur d'agression. Si on regarde les deux indicateurs, donc l'angle de phase et l'IR, donc l'angle de phase, on observe une diminution assez importante de cet angle de phase entre les deux périodes. Donc au début, on était à 5,8, donc qui est un angle de phase assez correct hein, pour une personne de 67 ans, avec un niveau d'activité physique modéré, pas d'activité physique particulière. Donc ici, comme l'a dit tout à l'heure Alain, donc c'était un indicateur de bonne ou mauvaise, enfin, on va pouvoir situer l'état de forme de la personne ici. Donc cet angle de phase est assez intéressant, surtout pour suivre l'évolution des patients hein, au cours du temps. Surtout si cette patiente qui était infectée par le Covid-19, on peut, grâce à cet angle de phase, vérifier son amélioration ou au contraire, regarder la dégradation comme c'est le cas ici, une chute de 0,8 degrés en un mois. En ce qui concerne l'IR, tout à l'heure, Alain a dit que ça pouvait, ça témoignait une probable inflammation en cas d'augmentation. Donc, c'est ici le cas. Donc, on observe une augmentation de ce rapport d'impédance entre les deux périodes. Donc, on était aux alentours de 0,78. On est passé autour de 0,85, hein, ce qu'on estime assez élevé. Donc, on suppose que l'augmentation de ce rapport d'impédance est due à l'inflammation liée à l'infection au Covid-19, hein, mais ça reste uniquement des hypothèses ici. En ce qui concerne la masse grasse, l'évolution, donc on observe une diminution entre les deux périodes, mais cette diminution n'est pas super importante. Hein, on verra que cette personne a perdu beaucoup de masse musculaire, mais elle a quand même conservé une bonne masse grasse. Donc, la masse grasse ici ne permet pas de poser le diagnostic de dénutrition. On peut avoir une masse grasse qui se situe dans la zone orange ou dans la zone rouge,
mais être quand même dénutris. D'où l'intérêt du Biodie Expert et de suivre l'évolution de tous les indicateurs. Si on regarde la masse musculaire squelettique, donc là, on observe une diminution assez importante. On a perdu, on passe de 20,4 kg à 18 kg environ. Donc ici, nous allons pouvoir quantifier la réduction de cette masse musculaire. Et si nous regardons le rapport sur la masse hors graisse en dessous, donc comme Alain tout à l'heure a dit, les valeurs les limites étaient de 49% pour les femmes. Donc, on était pile à la limite avant l'infection. Et après l'infection, on est bien descendu aux alentours de 47%. Donc là, cette personne a une masse musculaire qui n'est pas suffisante par rapport à sa masse hors graisse. Si on regarde la masse musculaire squelettique des membres, qui est un indicateur qui va pouvoir orienter vers un risque de sarcopénie. Donc, avant l'infection, on avait un index qui était de 5,59 kg par mètre carré. Et après l'infection, donc cette personne a perdu de la masse musculaire au niveau des membres. On observe, le chiffre est passé de 15,23 à 14,17 kg. Donc forcément, l'index ASMI a diminué, puisque c'est tout simplement la masse musculaire squelettique des membres sur la taille au carré. Donc là, on observe une diminution et qui traduit ici une sarcopénie chez cette patiente. Si nous regardons la masse sèche sur graisse, donc sans surprise, elle diminue également. La masse musculaire diminue, la masse sèche sur graisse diminue également. Donc cette personne est bien en train de se dénutrir. Son organisme vient bien puiser dans ses réserves protidiques. Donc ça, c'est notamment lié par l'augmentation des besoins énergétiques qui sont liés à l'hypercatabolisme de cette patiente qui a été atteinte par le Covid-19. La masse hors graisse, donc tout à l'heure, Alain, on a parlé rapidement. Donc ici, c'est le poids de la personne moins le poids de la masse grasse. Donc on a toute l'eau, tous les minéraux et toutes les protéines. Donc ici, c'est un indicateur assez intéressant dans le dépistage de la dénutrition. Donc l'index FFMI va nous permettre d'orienter vers un risque. Donc c'est ici le cas. Avant en avril, il était de 15,17 et aujourd'hui, on observe qu'un mois plus tard, il est de 14,57 kg par mètre carré. Donc il est bien inférieur à la limite qui est de 15 pour les femmes et de 17 pour les hommes. Donc ici, ce critère témoigne d'une dénutrition chez cette patiente. Et bien sûr, la masse hors graisse a également diminué puisque cette personne a perdu des protéines au cours de sa dénutrition. Si nous regardons la masse cellulaire active, donc rapidement, donc on voit qu'il y a une diminution aussi de cette masse cellulaire active. Donc les protéines, on part sur l'hypothèse que ce sont les protéines qui ont provoqué une chute de cette masse cellulaire active. Et si nous regardons la masse protéique métabolique, et c'est bien ce que nous observons, on observe une diminution d'environ 700 grammes de protéines de protéines contenues au niveau intracellulaire. Donc là, encore une fois, ça confirme bien que l'organisme puise son énergie au niveau des protéines, au niveau des réserves. Voici la petite cible après son infection. Donc, au début, on observait que tout était dans la zone verte. Et puis là, forcément, cette patiente s'est dénutrie. Donc, le muscle et le squelette sont sortis dans la zone orange. Donc, ça commence à devenir à surveiller. Cette patiente s'est bien dénutrie. Donc, on espère qu'après son infection, elle va pouvoir reprendre du poids, retrouver son appétit, puisque l'infection lui a coupé totalement son appétit, reprendre du poids et pouvoir améliorer l'analyse, sa composition corporelle. Voilà pour ces deux études de cas. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. Merci beaucoup, Salomé, pour ces deux études de cas. Donc, nous avons dépassé un petit peu le temps, mais nous allons voir si vous avez des questions à nous poser directement. Vous pouvez allumer vos micros et les poser afin d'y répondre immédiatement. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Madame Choudot. Oui. Allez-y. Bonjour.
En fait, j'aurais une question à poser par rapport aux mesures. Déjà, merci pour la présentation qui m'a éclairée, notamment puisque moi, j'étais sur l'ancienne Je ne vous entends version. pas. Vous m'entendez pas? Si vous voulez, vous pouvez nous l'écrire. Ah, vous m'entendez pas du tout. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Allez-y, vous pouvez nous la reposer. Yves. Ouais, on n'entend pas. Il semble que son micro soit coupé là, d'après le petit dessin en bas. Essayez par écrit peut-être. Je pense qu'on gardera la question et on y répondra la prochaine fois. Ah, connexion à l'audio. Non, ça ne marche pas. Donc, juste pour vous annoncer le thème du mois prochain. Donc, le mois prochain, nous aurons parmi nous le docteur Richet qui nous parlera de l'ACC, outils d'accompagnement du sportif. Donc, l'idée de ces webinaires, c'est vraiment de balayer et de passer de l'obésité aux sportifs. Après, on essaiera de regarder des cas comme la dénutrition, comme des problèmes éventuellement en suivi cardiaque ou en néphrologie. Donc, voilà les thèmes qui vont se greffer petit à petit tout au long de l'année concernant ces webinaires. Donc, Madame A, peut-on faire augmenter une masse osseuse de manière importante ou est-ce génétique? Donc, nous allons laisser Alain y répondre. Oui, enfin, sur le principe, effectivement, il peut y avoir une notion génétique. Par exemple, si je prends des rugbyman, au départ, ils ont un potentiel en tant qu'enfant qui leur a permis de devenir rugbyman et d'avoir une masse osseuse aussi développée. Après, est-ce qu'on peut forcer le développement de cette masse osseuse? La seule façon, enfin, à ma connaissance, moi je ne suis pas médecin, mais à ma connaissance, c'est l'activité physique qui va permettre de développer la masse osseuse. Plus on va avoir un travail, une traction, plus on va solliciter la masse osseuse, plus elle va se développer. Parce que c'est un organisme vivant. Bien sûr, à côté de ça, il faut aussi qu'il y ait les apports nutritionnels qui soient suffisants et adaptés pour développer la masse musculaire. Donc, quand on a affaire à des sportifs de haut niveau, en général, ils ont de très bonnes masses musculaires. Mais tous ne peuvent pas atteindre le niveau d'un rugbyman. C'est là où aussi il y a le côté génétique qui entre en jeu. Alors, on gardera aussi cette question le mois prochain pour le docteur Richet, donc, qui traite énormément de sportifs et sportifs de haut niveau. Et il nous donnera son avis sur cette question. Oui, je pense qu'il sera mieux Vous placé. Vous m'entendez toujours pas? Je l'ai répondu de façon générique, mais lui, par contre, il a des cas d'école dont il pourra vous parler. Est-ce que vous m'entendez ou pas du tout? Ce webinaire touche à sa fin. Nous vous remercions de votre présence. Nous remercions Salomé pour les 2 études de cas, ainsi qu'Alain et Hélène. Et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Donc, nous vous enverrons une invitation, mais normalement, ça devrait être au début du mois de mai. N'hésitez pas à nous écrire. N'hésitez pas aussi à écrire au docteur Gontier si vous avez des cas, si vous voulez voir des webinaires avec des thématiques spécifiques. Merci bien. Bonne fin de journée. Et au mois prochain. Au revoir. Merci. Au revoir.